selon la démarche de conservation qu'on avait chacun dans sa gauche, chacun ces valeurs-là. Et ça peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Oui, parce qu'il y a une forme d'apathie qui s'est développée. Puis une des raisons, c'est que quand les citoyens essaient de s'impliquer, ils ne se font pas bien entendre par leurs élus. On a souvent la fameuse phrase là, que tu auras juste à voter pour quelqu'un d'autre aux prochaines élections. Mais ça, ça crée une tension plutôt qu'un dialogue. Puis pour qu'il y ait un dialogue, ça paraît là, déjà à Mont-Saint-Pierre, Mont-Louis, ça a fait des belles rencontres au final parce que le conflit a créé une forme de lien et on a appris à se connaître, on a compris c'était qui les conseillers, on a compris c'était qui les citoyens. Nous recevons aujourd'hui Julie Reid-Forget, présidente de Terre Publique, qui conseille des MRC et municipalités sur des enjeux de développement, de protection et de démocratie territoriale. Madame Forget signe également une chronique dans le journal Le Graphici. Nous discutons avec elle de la santé de notre démocratie municipale à l'approche des élections de novembre prochain. En s'inspirant d'exemples concrets et récents en Haute-Gaspésie, comme les dossiers du camping de Mont-Saint-Pierre ou du Caribou, elle nous propose une grille d'analyse pour évaluer la qualité de nos institutions locales et nous offre des pistes de réflexion sur le rôle que nous pouvons jouer comme citoyens. Bien que les exemples soient locaux, les enjeux soulevés concernent l'ensemble de la région. Alors on va commencer simplement par la démocratie municipale. J'avais le goût de faire un constat, un état des lieux pour peut-être mettre un peu la table sur ce sujet-là. Comment ça se comporte la démocratie municipale? Et bien sûr, on va parler de la Haute-Gaspésie pour aujourd'hui. En fait, on avait fait une entrevue, vous et moi, au mois de mai. Puis on avait quand même abordé là, le concept de, en fond, la démocratie. Elle a trois volets, la démocratie électorale, la démocratie participative, puis la démocratie sociale. Donc, la démocratie électorale, ce sont les élections qui ont lieu aux 4 ans. La démocratie participative, c'est entre les deux. Hein. Quand il y a des grands enjeux, souvent, c'est recommandé ou c'est une bonne pratique d'aller à la rencontre des citoyens parce que le conseil d'une municipalité n'est pas nécessairement représentatif des opinions de tout le monde. Alors, c'est important d'aller valider avec la population. Ça permet surtout d'éviter qu'elle soit consternée, ça suscite l'adhésion de pouvoir dialoguer avant. Fait que ça, c'est la démocratie participative. Et la démocratie sociale, elle s'incarne beaucoup dans les institutions de concertation. On en a beaucoup en Gaspésie, les différentes tables. C'est là qu'il y a des négociations et qui joue aussi son rôle de démocratie sociale. Dans cette démocratie-là, je dirais, si on veut faire un peu un état des lieux de la Haute-Gaspésie, ma chronique de septembre, elle va être sur la Gaspésie, mais là, aujourd'hui, on se penche sur la Haute-Gaspésie. Ce qui fait une démocratie forte, évidemment, il n'y a aucune place sur la Terre qui a une démocratie parfaite, mais il y a des places qui sont meilleures que les autres, dont les pays scandinaves, par exemple, ou même l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui ont des belles données, puis même le Canada. Mais le Canada, c'est un grand territoire, la démocratie n'est pas égale partout sur le territoire. Puis là, on s'éloigne des grands centres, moins on a de journalistes, par exemple. Donc, on a moins accès à de l'information de qualité. Donc, il y a plusieurs... ce que je veux dire, c'est que la démocratie n'est pas parfaite, mais elle a une tendance quand même à être moins bonne lorsqu'on s'éloigne des grands centres. Il y a, je dirais, 5 volets. Donc, est-ce qu'on a des institutions et des pratiques de qualité? Donc, un peu l'excellence. Est-ce qu'on a des pratiques d'excellence? Donc, l'éthique, la déontologie, la représentativité. C'est par exemple, à Montréal, ils ont une commission jeunesse, une commission femmes. Ils essayent de faire des ajouts, donc les bonnes pratiques. Aussi, est-ce que les élus ont une approche d'écoute et d'arbitrage plutôt qu'imposer une opinion? Parce que ça, en général, ça crée de la dissension. Puis est-ce qu'ils vont chercher de l'expertise quand ils n'ont pas l'expertise? Parce qu'un élu, c'est pas un expert, c'est pas ça qu'on veut de lui. C'est une personne honnête qui s'en vient représenter ses citoyens. L'autre critère, c'est de pouvoir s'exprimer librement. Est-ce que on peut s'exprimer librement? Puis là, on pourra donner des exemples un peu plus tard sur qu'est-ce que à quoi ça ressemblait en Haute-Gaspésie dans les dernières années.
L'accès à l'information fiable et vérifiée. Bon, au Festival international de Carleton-sur-Mer, je l'ai dit, c'est quand même un désert journalistique. La Haute-Gaspésie, c'est probablement le principal enjeu, parce que la journée que les citoyens ne savent pas, ben ça crée déjà ça peut créer de l'anxiété, de la frustration. On a une opinion qui est basée sur une information qui est erronée. Bon, tout ça. Le quatrième, donc là, j'en ai nommé trois, donc les pratiques de qualité, s'exprimer librement, accès à l'information fiable et vérifiée. Puis le quatrième, ça serait les contre-pouvoirs, avoir une société civile. Donc, les grandes et moyennes villes ont souvent des contre-pouvoirs bien établis, alors qu'en région, ça ne veut pas dire que toutes les régions sont pareilles. Par exemple, Saguenay-Lac-Saint-Jean a une société civile très active, mais elle a aussi une grande ville. C'est quand même, là, Saguenay, c'est grand. Et la culture du débat. Ça, je pense que le cinquième critère, c'est un enjeu peut-être partout au Québec, mais quand on est dans des petites communautés, c'est difficile d'avoir une opinion différente de la majorité. Puis la majorité va avoir toujours tendance à exclure la personne qui pense différemment. Voilà. Alors, c'est ce que je dirais. Puis je peux donner des exemples de ces 5 volets-là quand Est-ce que en considérant ces 5 points-là, on peut dire, est-ce que les municipalités en Haute-Gaspésie rentrent dans ces cadres-là et respectent, on va dire, comment l'idée de faire le constat, c'était de oui, voir est-ce que c'est respecté ou pas, en gros? effectivement, sur ces 5 volets-là, on peut pas faire une grande généralisation. Je pense qu'il y a des municipalités qui ont mieux performé que d'autres. Il y a des municipalités qui ont des meilleures conditions démocratiques. Ça a été très difficile à Mont-Saint-Pierre cette année. Par contre, Mont-Louis semble avoir fait des consultations, semble avoir essayé de régler des choses autour de son requalification d'une propriété municipale. Rivière-Madeleine, les choses semblent bien se dérouler. Il y a un bon dialogue avec la population. Évidemment, Captcha, c'est intéressant parce que Captcha, il y a beaucoup, tout le monde était en élection à la dernière élection, donc ça a créé des belles conditions électorales déjà, hein, d'avoir une belle concurrence. Bon, Saint-Anne-des-Monts, il y a plusieurs débats, c'est une ville, on ne peut pas, c'est difficile de généraliser, elle a eu plusieurs dossiers, c'est peut-être pas la ville qui a fait le plus de controverses cette année, mais je pense qu'évidemment, le service d'obstétrique, les dossiers de santé, c'est plus la question, c'est est-ce que cette ville-là est assez entendue par l'État, puis ça, on peut revenir comment on se fait entendre finalement par le gouvernement. Donc, c'est un peu inégal. Je ne sais pas tout nommer. Tu sais, par exemple, Rivière-à-Claude, les Marsouis puis la Marthe, c'est des très, très petits villages. Il y a quand même une tendance à une forte participation dans leurs conseils. Ça ne veut pas dire que ça mène aux meilleures décisions, mais plus il y a de monde, plus il y a de chances que ça se produise. Donc, je dirais qu'en gros, on a quand même eu une année difficile, mais je trouve que c'était surtout au niveau de la MRC. La MRC, typiquement, les MRC, ils ont personne à leur conseil municipal. C'est plus abstrait pour le citoyen d'aller commenter un plan un schéma d'aménagement ou un règlement associé à un schéma d'aménagement. Tu sais, c'est un vocabulaire plus abstrait. Mais évidemment, le grand dossier du caribou et des aires protégées sont arrivés. Puis je pense qu'on manquait de coutume par rapport au dialogue avec les citoyens. Intéressant. Est-ce qu'on pourrait utiliser, parce que c'est une bonne idée, vous avez nommé quelques exemples, mais sans faire des études de cas là, vraiment précis et détaillés, est-ce qu'on pourrait utiliser des cas, par exemple, comme qui concerne Mont-Saint-Pierre pour la coupe de forêt dans le camping? Est-ce qu'il y aurait eu la démarche qui aurait été, selon vous, la meilleure et qui cadrerait avec les 5 points que vous avez nommés, par exemple? Ben, je trouve que le cas de Mont-Saint-Pierre, c'est surtout je dirais, il y a à deux niveaux, là, je dirais l'accès pas l'accès à l'information. Je pense que là-dessus, il avait donné de l'information, mais par exemple, il avait nommé, je dirais à deux niveaux, je crois pas que le processus a été fait dans les bonnes pratiques. Donc, par exemple, on étudie c'est quoi les options pour le camping. Puis là, un des enjeux importants, c'est que la personne qui a étudié ça, c'est la personne qui a coupé aussi la forêt.
Donc, dans les bonnes pratiques, là, je dis pas qu'il y a rien de... Ça ne veut pas dire que c'est réprimandable, je peux pas dire ça, mais ça ne veut pas dire. Mais mettons, dans un contexte de perception, parce que le public a une perception. Alors, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'une fois on analyse les scénarios, que ce ne soit pas la même personne qui analyse les scénarios pour conseiller la municipalité que celle qui veut le contrat. Hein? En principe, on veut séparer ça. Puis ça, c'est une bonne pratique. C'est étonnant qu'elle n'ait pas été suivie. L'autre chose, c'est je dirais que la première chose qu'un élu devrait se poser, puis là, je reviens à ma démocratie participative, c'est quand tu as un enjeu d'envergure comme ça, couper la forêt du camping municipal de Mont-Saint-Pierre, qui a 200 places, alors que Mont-Saint-Pierre venait d'investir des sommes considérables pour l'attrait de son village, puis attirer la population avec plein d'espaces pour les touristes. Si tu enlèves l'endroit, des places pour dormir, c'est sûr que tu enlèves du temps passé dans la communauté durant une saison touristique. Ça avait tellement de conséquences, cette action-là, que ça demandait d'aller rencontrer la population. Donc, d'organiser une consultation publique. Et le fait que le réflexe n'ait pas été là, selon moi, ça donne déjà une indication d'enjeu démocratique. C'est qu'il aurait dû avoir un réflexe. Quand on a un grand enjeu dans notre municipalité, c'est important d'aller à la rencontre de la population. Premièrement, parce que tu veux gagner tes élections la prochaine fois, donc tu veux que ta décision soit bonne. Tu veux qu'il y ait un bon climat social. Parce que quand il y a un mauvais climat social, ça aussi, les gens n'ont pas envie de vivre dans une communauté qui se tiraille. Ils n'ont pas envie d'aller dans une communauté qui se tiraille. Alors voilà, je pense que pour moi, le cas de Mont-Saint-Pierre, c'est un cas que le processus n'était pas de qualité. Je ne veux pas dire que la décision n'aurait pas été la même, je ne le sais pas. Mais le processus était extrême, était désagréable pour la population. Puis c'est un cas quand même que l'ensemble de la population était concernée. C'était pas les gens écologistes, pas écologistes, les néos, pas les néos. C'était vraiment unanime. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu une erreur qui a été faite. Voilà. Donc ça veut dire, pour moi c'est un signe. C'est quand même un signe que la démocratie municipale n'a pas toujours les bons réflexes. Puis peut-être que derrière tout ça, au-delà de Mont-Saint-Pierre, peut-être que dans le cadre légal des municipalités, ce serait bien qu'il y ait des modalités d'obligation de consultation. Parce que si c'est toujours volontaire, il y a toujours des nouveaux élus qui connaissent pas bien les bonnes pratiques puis qui peuvent faire l'erreur. Donc peut-être que pour protéger les élus et les citoyens, ce serait intéressant qu'il y ait une obligation. C'est par exemple, le BAP, c'est obligé. Quand il y a un méga projet au Québec, on oblige d'avoir une consultation publique. Alors peut-être que le camping du Mont-Saint-Pierre, c'était l'équivalent d'un grand projet pour Mont-Saint-Pierre, puis il aurait dû avoir une obligation. D'accord. Est-ce que le fait qu'il y ait un choc dans la population, une réaction vive comme ça, c'est une façon aussi de mesurer que le processus a peut-être pas été bien fait, si je comprends? Oui, effectivement. Puis tu sais, je te dirais aussi dans un autre volet qui est important dans le cas du Mont-Saint-Pierre, c'est l'information qui était véhiculée, c'était travaux sylvicoles, coupes sélectives. Alors les gens, ils ne sont pas non plus inquiétés. Puis là, on revient à la qualité de l'information en Haute-Gaspésie. Les journalistes sont arrivés quand? Sont arrivés une fois que la forêt était coupée. Il y avait pas personne qui était allé au conseil pour creuser. Ça veut dire quoi, travaux sylvicoles? Ça veut dire ça va être fait comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, je veux dire, un conseil d'arrondissement à Montréal va avoir, des fois, il y a plus de journalistes pour des petits dossiers en ville, alors que ça, c'est un grand dossier dans un village, puis on n'avait pas d'attention, il n'y avait personne, tu sais. Il y avait plein de citoyens, là, qui, eux, ont commencé à faire des vérifications, mais ça aussi, c'est arrivé, tant qu'on dit travaux sylvicoles, coupe sélective. Bon, sûrement qu'il y a d'autres choses qui ont été dites. Là, je connais pas au complet le dossier, mais il reste que les gens ont été surpris. Ça veut dire que l'information, c'est pour ça qu'un processus de consultation et de participation publique est si important, c'est qu'il y a toujours un volet de baliser l'information, que tout le monde ait la même information. Donc là, le maire et le conseil municipal avaient accès à l'information beaucoup plus que les citoyens. Puis là, est-ce qu'ils l'ont assez bien communiqué? Puis un des enjeux que peut-être qu'on ne dit pas, qui est important de mentionner, c'est que
Le conseil municipal, évidemment, c'est ouvert aux questions du public, mais souvent, on nous présente une décision. Donc, on présente une décision aux citoyens. Plutôt que de demander aux citoyens son opinion avant de prendre la décision. Puis ça aussi, dans les innovations démocratiques qu'il faudrait faire au Québec pour nos municipalités, puis il y en a qui l'ont fait, mais il y en a des municipalités qui l'ont fait, c'est de faire des comités citoyens pour qu'avant de prendre la décision, donc plutôt que faire une consultation publique, qui des fois est très exigeante, c'est pas tous les citoyens qui s'intéressent à un dossier, mais des fois, c'est de faire un comité de gens très intéressés à ce dossier-là, puis de réfléchir aux options ensemble, pas juste le conseil. Puis là, c'est encore plus important, je pense, parce que certains conseils passent à 4. Hein? Il y en a qui avaient 6 conseillers, puis ils vont passer à 4. Alors, ça veut dire qu'on a 5 personnes pour, mettons, une population de 500 qui prend la décision. Alors, quelquefois, ça vaut la peine d'aller à la rencontre. Puis moi, j'encourage les municipalités à se faire des commissions. Ça peut être un conseil consultatif sur l'aménagement, sur l'urbanisme. Ça, il y en a un, des fois, c'est obligatoire. Puis, c'est ça, de faire d'autres, ça peut être des comités citoyens vraiment larges, juste pour aller faire une espèce un groupe de travail. Mais ça serait quoi alors la différence si on prenait l'exemple de Mont-Louis, parce qu'eux, ils sont passés par un tout autre chemin, justement, mais il y a eu des réactions quand même très vives, il y a eu des déceptions. Nous, on a fait énormément d'entrevues avec toutes sortes de personnes, des conseillers, le maire, des citoyens, des gens impliqués pour ce fameux bâtiment que la municipalité devait choisir quelle devait être sa finalité, le 53 rue de l'Église, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Mais au final, on a quand même, un peu comme à Mont-Saint-Pierre, on finit, puis il y a une déception au final, on le voit dans les réactions sur les réseaux sociaux, mais le processus a été complètement différent. Comment vous nommeriez la démarche, puis ce qui amène quand même à une déception au final pour la population? Elle amène à une déception, sauf que c'est moins de la consternation. Dans le sens que Mont-Saint-Pierre, il y avait un niveau de colère, parce qu'il n'avait pas pu s'exprimer en amont. Là, ce qui est différent pour le cas de Mont-Louis, c'est que, dans le fond, ça je l'explique d'ailleurs dans ma chronique de septembre, le maire, dans le fond, c'est les conseillers qui votent une décision et le maire a un seul droit de veto, c'est de reconsidérer la décision. Donc, son droit de veto, c'est de dire, moi, je suis pas d'accord avec mon conseil, donc j'aimerais qu'on reconsidère. Puis dans cette reconsidération-là, il a pris l'initiative, le maire de Mont-Louis, de faire une consultation permettant comme ça, ainsi au conseil, ainsi qu'au maire, de réfléchir à nouveau à cette décision-là, la reconsidérer. Donc, c'est ça qu'il n'y avait pas dans les conditions démocratiques de Mont-Saint-Pierre. C'est qu'à Mont-Saint-Pierre, on n'avait pas un conseil qui était intéressé à aller à la rencontre de la population et de reconsidérer la décision. Donc, ça illustre bien les deux cas que c'est important de bien choisir les conseillers municipaux. Déjà, on dévalorise beaucoup cette position-là, mais ils sont décisionnels. Donc, quand on les choisit, il faut aussi les choisir en ayant des différentes perspectives. On veut pas juste des gens qui viennent de la forêt, juste des gens qui viennent de l'immobilier, juste des gens qui viennent du récréo. On veut, tu sais, des gens en éducation, en santé, en industrie, avoir une perspective plus large. Alors, quand arrive un dossier, dans les deux cas, c'était des dossiers qui avaient une forte teneur sociale ou un fort impact social. Ben, si les conseillers avaient pas collectivement cette sensibilité-là, ben, ils l'ont pas vu venir. Donc, c'est deux cas. C'est vrai que c'est deux villages l'un à côté de l'autre, deux processus différents, mais dans les deux cas, ils auraient pu le faire avant. Donc, ils auraient pu faire le dialogue avant de prendre la décision. Puis, une des raisons pourquoi ils le font pas souvent, les élus, même l'administration publique, elle peut faire des consultations, c'est qu'elles ont peur que la population n'ait pas la même position que la leur. Donc, là, je reviens à ça parce que dans les bonnes pratiques, c'est si tu t'en vas, si tu veux devenir un élu, si tu veux être un candidat aux élections, si tu veux devenir un dirigeant de ta communauté, tu veux prendre des décisions pour elle, il faut quand même t'arriver avec une forme de modestie en disant que moi, mon opinion, c'est une chose, mais il y a l'opinion de tout le monde. Donc, mon rôle à moi, il y a quand même un rôle d'arbitrage dans l'élu.
plus que d'imposer une décision. Il faut une forme d'arrogance quelque part d'imposer sa décision. Moi, personnellement, je serais pas capable de faire ça. Si je vois que moi, je dirais carrément, mon opinion, c'est ça, mais moi, je vais me ranger avec ce qui est le mieux, puis je vais faire l'arbitrage. Il y a des gens qui seront pas contents, tout le monde sera pas content, mais d'autres monde, ça va être un compromis. En fait, pour moi, c'est de jouer un rôle de compromis. Donc, pour ça, si on accepte le fait qu'on joue un rôle d'arbitre et de compromis et d'écoute, parce qu'on représente toute la population, pas juste ceux qui ont voté pour nous, pas juste ceux qui pensent comme nous, mais ça veut dire que j'ai pas peur de consulter la population. Au contraire, je veux consulter la population parce que moi, si je consulte la population, j'ai plus d'informations pour faire mon arbitrage. Puis aussi, j'en profite pour que tout le monde ait la même information, puis que les rumeurs, puis les opinions, puis l'agressivité, descendent, là. Intéressant. Et je vois que le temps passe vite quand même, mais le connecter aux élections qui s'en viennent pour le mois de novembre, dans le fond, faire un choix aussi au niveau d'un futur maire ou des conseillers, c'est de considérer, dans le fond, les points que vous avez nommés tout à l'heure. Nous, en tant que citoyens, ou quand on parle de démocratie, oui, il y a le vote, tout ça, mais là, on a vu aussi, par exemple, dans le cas de Montlouis, quand il y a un dossier qui touche la population, tout d'un coup, les séances municipales se sont remplies pendant quelques mois, mais des fois, souvent, c'est très très calme. Quand ça vient moins affecter, en tout cas directement, on dirait que ça joue aussi beaucoup là-dedans. Comment est-ce qu'on pourrait connecter avec les élections qui s'en viennent? Dans le fond, pour préciser un peu aux gens, c'est quoi, dans le fond, ce serait quoi notre rôle qu'on doit, en tant que citoyen, pour bien porter aussi cette démocratie, même si on n'est pas des élus, par exemple? Oui, premièrement, c'est de savoir. Je pense que j'ai envie de présenter là, quelques faits sur la Haute-Gaspésie. Je pense qu'on peut déjà s'intéresser à l'élection de 2021. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Puis ça serait quoi nos objectifs comme municipalité ou comme citoyen là-dedans? Puis je pense que je vais aussi nommer le fait que si vous n'êtes pas si intéressé à la démocratie en soi, faut s'intéresser aussi au développement de la Haute-Gaspésie. Je pense que ça interpelle tout le monde. Tout le monde est tanné que la Haute-Gaspésie soit la plus pauvre, la plus dévitalisée, être en stagnation. Oui, il y a de la croissance ici et là, mais en gros, il y a un déclin de la population depuis plusieurs années. C'est ça qui crée là, les conditions de dévitalisation actuelles. Donc, en 2021, les Hauts-Gaspésiens, ils n'ont pas voté pour 60% des postes. Ça veut dire que 60% de nos représentants n'ont pas connu d'élection. On les a pas choisis. Ça veut dire qu'ils ont gagné par acclamation. Ce qu'on peut faire comme citoyen ou comme communauté, c'est de s'assurer qu'il y ait de la compétition. S'il n'y a pas de compétition, s'il n'y a pas une autre personne qui se présente à côté, la personne n'est pas obligée finalement d'aller à la rencontre du public. Donc, les mises en candidature sont du 19 septembre au 3 octobre et l'élection, c'est le 2 novembre. Donc, entre le 19 septembre et le 3 octobre, et tout ça, c'est public, vous allez savoir qui se met en candidature. Et si vous considérez que c'est une personne extraordinaire qui va faire un travail extraordinaire, tant mieux, peut-être que ça vaut la peine qu'elle soit élue par acclamation. Mais si c'est une personne que vous doutez, c'est important d'aller trouver un autre candidat pour qu'il y ait une compétition. Puis, un peu dans l'esprit que le meilleur gagne. Et même si, c'est sûr que si on se présente comme candidat, on aimerait mieux, pas avoir une trop grosse campagne, mais encore là, dans l'esprit que je veux être le choix, si on est le choix des citoyens, on va avoir beaucoup plus de légitimité par la suite. Alors, c'est mieux qu'il y ait des élections. Ça, c'est le premier critère. Donc, le moins d'élus par acclamation possible, c'est ce qui va faire la plus grande vitalité électorale. Deuxième critère, c'est d'aller voter. Dans le fond, on a un Haut-Gaspésien sur 2 qui a voté au municipal de 2021, ce qui est plus élevé que la moyenne nationale qui est de 37%. Donc, la Gaspésie et la Haute-Gaspésie fait bonne figure. Et je dirais que particulièrement, on a, Marsouis et Rivière-à-Claude, que c'est 70%.
Par contre, Saint-Anne-des-Monts est en bas de la moyenne avec un faible taux de participation de 36%. Puis aussi, pour les élus par acclamation, là, je voulais juste dire que Mont-Saint-Pierre n'a pas connu d'élection en 2021. Donc, tous les élus de Mont-Saint-Pierre ont été élus, tous les représentants de Mont-Saint-Pierre ont été, dans le fond, gagnés par acclamation. Ça, c'est important parce que ça veut dire que ça fait 8 ans, dans le fond, que les gens n'ont pas voté à Mont-Saint-Pierre. Donc, ça aussi, ça crée des conditions de légitimité difficiles là, pour la démocratie dans un village. Alors que Capcha, comme je l'ai dit plus tôt, elle a eu de la concurrence. Donc, si je reviens à notre taux de participation, j'ai nommé les exemples. L'autre, c'est que c'est la représentativité. L'autre critère, souvent, là, les données que je vous donne, là, ça vient d'Élections Québec. Là, ils font un rapport à chaque élection. Dans le fond, l'autre critère qu'ils regardent, ça va être la parité. On a cette donnée-là pour la Haute-Gaspésie, puis les jeunes. Celle-là, on l'a pas, mais on peut se douter que ça ressemble à la province. En Haute-Gaspésie, on a 3 conseils municipaux en ce moment qui sont paritaires. C'est la Marthe, Marsouis et Rivière-Madeleine. Donc, ils ont tous plus que 40% de femmes dans leur conseil. À Mont-Louis, on a 0% de femmes. Donc, ça aussi, moi, j'ai trouvé ça intéressant comme donnée sur le cas de 53 de l'Église, parce que c'était des organismes liés à la jeunesse, liés à ce qu'on appelle peut-être le prendre soin, qui est peut-être un truc plus féminin en général. Quand tu as 0% de femmes, c'est sûr que c'est peut-être pas dans ton radar, ce genre de choses-là. Alors, j'inciterais, pour en revenir à ta question sur les objectifs citoyens, j'inciterais ces communautés-là d'aller chercher des femmes, d'aller chercher des jeunes. Il y a aussi le conseil de la MRC qui a seulement une femme. Donc, aussi aller chercher des mairesses et des jeunes maires ou mairesses. Chez les jeunes, c'est un peu dramatique. C'est 25% de la population, les jeunes, en général, là, au Québec, parce qu'on n'a pas la donnée pour la Haute-Gaspésie. Ils sont 8% seulement des élus au municipal. Donc, ça serait aussi important d'aller chercher des jeunes. Puis pourquoi je dis ça, c'est que c'est sûr que plus notre conseil nous ressemble, plus on a des décisions qui nous ressemblent. L'autre objectif, c'est d'aller à votre conseil municipal puis de demander des espaces de dialogue. On en a parlé là, un peu avant, là, ça, dans le fond, de discuter avant une décision, peut-être dans un comité, un conseil, une commission. Puis la dernière chose, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Berthe, c'est dans le fond, quand on s'indigne, on s'implique, puis après, on laisse tomber. Puis dans le fond, quand on s'indigne, des fois, c'est parce qu'on est arrivé un peu trop tard dans le débat. Alors, ce qui est important, c'est de construire ce qu'on appelle une société civile, donc des organismes ou des regroupements de citoyens relativement flous ou précis, qui vont se partager le travail d'aller faire une vigie, de se rendre au conseil de la MRC, de se rendre au conseil municipal pour attraper cette grande décision là, qui arrive et demander une consultation en amont, comprendre les dossiers peu à peu. C'est pas que tout le monde soit là, mais qu'il y ait au moins de la présence. Parce que là-dessus, c'est sûr que les élus peuvent dire, ben vous étiez pas là, nous, il faut avancer. Bon, là-dessus, ils vont avoir raison. Donc, il faut être là et il faut être exigeant, finalement, comme citoyen. Intéressant. C'est comme je comprends, c'est comme la population doit faire sa part d'un côté. En même temps, les élus doivent aussi tendre la main pour aller chercher la population dans... Oui, parce qu'il y a une forme d'apathie qui s'est développée. Puis une des raisons, c'est que quand les citoyens essaient de s'impliquer, ils se font pas bien entendre par leurs élus. On a souvent la fameuse phrase là, que tu auras juste à voter pour quelqu'un d'autre aux prochaines élections. Mais ça, tu sais, ça crée une tension plutôt qu'un dialogue. Puis pour qu'il y ait un dialogue, puis ça paraît là déjà à Mont-Saint-Pierre, Mont-Louis, ça a fait des belles rencontres au final parce que le conflit a créé une forme de lien et on a appris à se connaître, on a compris c'était qui les conseillers, on a compris c'était qui les citoyens. Donc de se parler plus régulièrement dans le fond, hein, d'avoir une communication soutenue comme un couple, comme des amis, comme une famille, c'est d'avoir des discussions au fur et à mesure plutôt que d'attendre que le feu éclate. C'est ça. Puis dans le fond, on appelle ça, il y en a qui appellent ça des contre-pouvoirs, la société civile. C'est juste d'avoir une veille
C'est bien pour les élus aussi parce que ça vient un peu les protéger des angles morts là, qu'ils peuvent avoir dans le fait de l'action. Bah alors prenons le cas justement du caribou, des aires protégées, un sujet qui fait parler depuis déjà très très longtemps. Pareil, je le vois moi aussi quand je fais des interventions avec les élus, les préfets, les gens qui sont concernés, juste des scientifiques qui travaillent sur le terrain. On voit ça diverge énormément au niveau des positions. Et là, si on prenait cet exemple-là, par exemple, pour le recadrer à la population, il y en a qui ont des souhaits avec cette situation-là. Souvent, c'est pas partagé. Quelle démarche vous verriez, dans le fond, pour arriver au mieux dans le fond, à ce qu'on arrive à, je ne sais pas si c'est le bon terme, un consensus ou quelque chose qui ferait qu'il y ait le moins que ce soit accepté peut-être par la communauté en général? Oui, ben dans le fond, il y a eu plusieurs manquements dans le cas du caribou, autant du gouvernement du Québec là, que de la MRC, et même des ONG, dans le sens qu'il y a eu il y a eu plusieurs conflits, des situations que je pense que tout le monde, à chaque fois qu'ils ont essayé de s'impliquer sur le dossier, il n'y avait pas les bonnes conditions de base, hein, la même information pour tout le monde, un espace de dialogue. Dans le fond, pourquoi l'élection municipale est si importante, c'est que on veut des meilleures décisions publiques possibles. C'est quand même notre argent. Là. Nous, on paye l'administration publique. On paye pour les élus. On paye pour les élus de Québec puis l'administration publique de Québec. C'est quand même notre 50% de taxation. Donc, c'est normal qu'on ait une attente que ça soit bien fait. Puis dans le cas du caribou, c'est plus évident encore tous ces manquements-là. D'abord, quand ils ont fait la consultation en 2022, c'était très général. On n'était pas encore sur un projet précis. Alors, à ce moment-là, ça se passait bien. Mais quand ils sont arrivés avec le projet pilote, là, il y avait vraiment des lignes, des délimitations, puis c'était plus précis. Mais c'était presque incompréhensible. C'était très difficile à comprendre. Le lire, puis de comprendre les nuances. Il fallait avoir accès, finalement, au ministère de l'Environnement pour nous l'expliquer. Donc, à la base, je veux pas dédouaner la MRC, mais à la base, il y avait un manquement là. C'est qu'on aurait dû avoir une consultation publique. Juste bien expliquer, avoir l'occasion de poser nos questions au ministère. Ça veut dire quoi? Tu sais, par exemple, les baux communautaires, il y a des gens qui ont des baux communautaires, donc c'est des baux à très long terme où ils peuvent avoir un campement sur le bord d'un lac. Mais eux, leur accès n'était pas compromis à cause du caribou. Puis il y en a plein qui ne l'ont jamais su. C'était la source de leur colère. C'est que si tu as un bail puis tu avais une autorisation en bonne et due forme, ton accès, peu importe le caribou, tu ne perdais pas. Mais il aurait fallu avoir un échange. Fait que ça, c'est la première chose. Et dans le fond, qui est peut-être la source à la base là, de la zizanie, c'est que personne n'avait accès à la bonne information. Là, ensuite, par contre, on se serait attendu que la MRC et le conseil municipal prennent les devants et disent, on va aller chercher de l'argent à Québec pour faire une séance d'information avec le public, on va inviter le gouvernement. Dans le fond, c'est pas l'État québécois à Québec qui a le leadership local. Donc, le leadership local, c'est la MRC et les municipalités. C'est elle qui aurait pu dire, nous, on veut une consultation parce qu'on veut que nos citoyens ils comprennent bien. Et ça, je vais vous dire, moi, je suis allée au conseil des MRC, puis autant les gens qui sont pas, qui sont plutôt dérangés par le projet pilote du caribou, que les gens qui veulent protéger le caribou, là-dessus, c'était uni. Il y avait consensus. Les deux groupes voulaient une consultation publique. Mais elle n'a jamais eu lieu. L'autre chose, c'est que entre-temps, les élus ont aussi fait plein de manifestations, des conférences de presse s'opposant au projet pilote. Donc, en plus de pas donner accès à l'information et la consultation publique, c'est qu'ils s'y opposaient sans contre-proposition pendant presque un an. Et en plus, leur argumentaire, c'était l'incertitude pour les entrepreneurs. Mais en faisant ça, en ne faisant jamais de contre-proposition, ils ont perpétué l'incertitude eux-mêmes. Ça aussi, dans la qualité de ce qu'on s'attend de l'administration publique,
ce qu'on veut, puis là-dessus, ils ont raison, on veut réduire l'incertitude. Mais malheureusement, ils y ont contribué en ne présentant pas une contre-proposition. Et là, récemment, elle est en ligne, ils ont fait une contre-proposition, mais quand on la lit comme il faut, on comprend très bien qu'il n'y a aucun compromis. Donc, ce n'est pas une contre-proposition au final. On veut pas laisser de la place aux caribous pour survivre. Donc, on se retrouve encore dans l'incertitude. Puis au final, pour moi, c'est le leadership du conseil municipal. Et puis au final, ce que ça nous dit pour les élections, c'est que ce qu'on veut, c'est des maires qui sont capables de penser au territoire, qui sont aussi diligents, hein, parce que dans le fond, lire les documents, apprendre c'est quoi, avoir les faits, informer leurs citoyens, prendre plus de temps. Là, c'est un dossier hyper complexe. Je comprends que c'était difficile pour eux, mais ils avaient assez d'argent pour engager des économistes pour dire toutes les pertes économiques du projet pilote des caribous. Ben, d'après moi, ils avaient assez d'argent aussi pour aller chercher des biologistes puis leur expliquer, dans le fond, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme compromis qui serait acceptable pour le gouvernement du Québec. Puis, tu sais, la conséquence principale, je vais conclure avec ça, excuse-moi, c'est que en ce moment, la Haute-Gaspésie a perdu de la crédibilité sur le cas du caribou et des aires protégées. Puis en perdant de la crédibilité, elle perd son pouvoir d'influence sur l'État québécois. Puis ce qui est le plus important pour le conseil d'une MRC, c'est son pouvoir d'influence. Ce qui est le plus important pour la Haute-Gaspésie aussi, parce que comme on est une région pauvre, on a besoin des subventions de Québec et de Ottawa. Et pour avoir accès à ces subventions-là, ils doivent ressentir que le conseil de la MRC est un conseil de qualité, qui fait bien les choses. Voilà. Merci beaucoup, Julie, pour ces éclaircissements et pour votre temps. Ça fait plaisir.